Togo Info. Le Togo à votre portée. En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Nous sommes le mercredi 2 septembre 2020. Et c'est reparti pour une nouvelle session ordinaire au Parlement, la deuxième de l'année. Une vingtaine de textes à examiner par les députés et des ministres qui devront s'expliquer sur un certain nombre de sujets devant la représentation nationale. Mais alors, la démocratie togolaise permet-elle réellement au peuple de s'exprimer? C'est l'interrogation du jour. Et pour en parler avec moi dans ce studio, Sénat Alipui, le président du groupe parlementaire ULC. Bonjour Monsieur Alipui. Bonjour Monsieur Afanou, bonjour chères auditrices et bonjour chers auditeurs. Ce débat se fera justement avec vous, auditeurs et auditrices, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété Oméni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. La démocratie togolaise permet-elle réellement au peuple de s'exprimer? C'est le thème du jour. Et comme dit l'adage, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Avant d'évoquer cette nouvelle session au Sénat, et puis quel bref bilan pouvez-vous nous faire de la précédente? La session précédente a été impactée, je dirais, avant tout par le Covid-19 et nous avons, pendant les 2 mars à juin, étudié environ 5 textes, dont le plus important était bien entendu la privatisation de la NSCT. Et nous avons également adopté un projet de loi sur l'alimentation pour les enfants qui devra permettre maintenant de servir des petits déjeuners à presque 150 000 personnes, 150 000 enfants contre 97 000 au début du projet. Donc c'est des choses qu'on a faites et ce que je vais faire pour nous faire gagner du temps, puisque les auditeurs doivent appeler, j'ai tous les textes que nous avons étudiés et votés sur cette clé. Je vais vous la laisser en partant, comme ça vous pouvez les copier. Et pour tous les citoyens qui voudraient y jeter c'est déjà adopté, donc il n'y a pas de secret dessus. Un coup d'œil. Oui, alors, une vingtaine de textes au programme pour cette session-ci. Quels sont les éléments importants? Qu'est-ce qui vous semble intéressant pour vous en tant qu'élu et pour ces Togolais que vous représentez dans le programme de cette session? Comme son Excellence Madame Yawa Djibodi Chilian, présidente de l'Assemblée nationale, l'a mentionné hier, nous avons environ 23 textes en instance. Et nous, pour nous, à l'UFC, les 2 textes qui sont les plus importants qui arrivent, il y a d'abord le texte sur l'identification biométrique et aussi les modifications qu'il y aura sur le Code du travail. Donc, je ne vais pas m'étendre trop sur le Code du travail parce que les modifications sont assez longues, on peut revenir là-dessus. Mais le texte le plus important pour nous au jour d'aujourd'hui, c'est celui sur l'identification biométrique. C'était une revendication que comme opposants pendant longtemps, les opposants en ont parlé. Absolument, et l'année passée, à la même période justement, le président du parti des Togolais, le président Nathaniel Olympio, m'a interpellé par écrit sur la question. Donc c'était quelque chose de prioritaire pour l'opposition extra-parlementaire, parlementaire, et nous nous réjouissons que le gouvernement nous ait envoyé le texte. J'ai eu à travailler en commission là-dessus, nous sommes prêts maintenant à aller de l'avant. Alors en 2 mots, puisque c'est un texte important que j'explique quand même aux populations de quoi il en retourne, il s'agit d'avoir un numéro qui vous est unique, qui vous est particulier et qui peut servir pour toutes sortes de raisons, pour des raisons fiscales, pour des raisons sociales, pour des raisons sécuritaires. Donc c'est un numéro, un identifiant unique. Et je pense que lorsque nous voulons développer un pays, le processus d'identification des populations est critique. C'est le b.a.-ba. Et même si nous le faisons 60 ans après les indépendances, c'est une bonne initiative. Ça va permettre de faire tomber les différents silos, c'est-à-dire vous avez la police qui a sa base de données, gendarmerie, et vous avez l'assurance sociale, la CNSS qui a sa base de données. On aura finalement quelque chose qui une base de données centrale qui permet de mieux planifier le développement. Absolument. Et vous avez même des programmes comme Novici, un programme qui a permis d'aider les couches vulnérables. Un avantage, par exemple, du NIU qui va y avoir, ou numéro d'identification unique, oui, NIU, c'est que si, par exemple, vous avez votre NIU, pour des raisons fiscales maintenant, vous avez ce numéro et que vous faites vos déclarations d'impôts chaque année, régulièrement, ça permet de savoir que vous êtes dans la catégorie des populations vulnérables au vu de ce que vous avez déclaré. Et lorsqu'on veut déployer un programme comme Novici, on n'a plus besoin de venir savoir est-ce que vous êtes en bonne santé ou pas. On n'a plus besoin de avec ces genres vous de inscrire. base de données-là, on prend tout ce qui est un revenu dans cette fourchette-là
Et si on va un peu plus loin et que tout cela est lié à un compte bancaire, on peut à la limite même vous déposer de l'argent sur le compte directement. Alors, c'est un exemple des avantages que ce document peut avoir. Et on aura probablement l'occasion d'en reparler lorsque le texte sera soumis en plénière. Avant cela, certains Togolais se posent des questions, notamment en ce qui concerne l'affaire dite des 500 milliards de francs CFA. Plusieurs attendaient les députés sur la question. Des interpellations ont été introduites, mais selon nos informations, aucune en provenance de l'UFC. Est-ce que cela veut dire qu'à votre avis, aucun sujet ne nécessite des explications de l'exécutif? Avant qu'on ne parle de ce sujet, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux, de plus factuel, de plus réel que je voudrais dire avant qu'on aborde cette question-là. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le 2 septembre. Dans quelques jours, ça va être les 118 ans de la date de naissance du président Sylvanus Olympio. Et donc, au début, je m'étais trompé, je pensais que c'était aujourd'hui, mais c'est en fait dans 4 jours. Donc, je vous ai emmené une copie de sa biographie qui est en ligne. Je vous encourage également, si vous pouvez, à lire le livre d'Atuche Agobli sur Sylvanus Olympio et celui du conseiller spécial de notre président, le docteur Ekouefoli Gada. Il écrit un très bon livre sur ses relations avec la France et tout le reste. Donc, pour ces 118 ans, c'est quelque chose qu'il faut qu'on marque. C'est quelqu'un qui nous a rendus indépendants. Donc, avant qu'on ne rentre dans l'émission, je devais le dire, mais bon, on est parti un peu dans tous les sens. Donc, je vous le laisse et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une émission, son héritage. Hein. Absolument, mais mise à côté de soupçons, entre guillemets, si j'utilise le terme de soupçon, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu de procès d'un détournement de 500 milliards. Ah oui, vous êtes encore dans cette affaire. Ah oui, absolument. 500 milliards. Les Togolais y tiennent. Bon, écoutez. On ne va pas perdre la matinée sur ça, on a des auditeurs qui vont nous appeler. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que cette affaire est pendante devant les tribunaux et donc la justice va s'en occuper. Moi, je vous ai déjà donné mon opinion. Vous savez, il y a la confraternité entre les journalistes, donc on n'a pas pu avoir un débat de fond, faire de vraies analyses là-dessus. Donc je me suis retiré de la discussion de go. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que j'ai quand même au moins 10 ans, sinon plus, d'expérience dans le secteur pétrolier. J'ai commencé ma carrière dans une raffinerie chez Shell. J'ai travaillé pour We Are Pétrole et Gaz. Donc c'est un secteur que je maîtrise bien. Et lorsque je disais que cette affaire-là n'était pas sérieuse, bon, malheureusement, on était dans le registre de l'émotion, tout le monde était chaud. Mais ça, maintenant, c'est passé. Disons que la passion est plus ou moins retombée. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que l'UFC, dans la lecture que votre parti a de la gestion qui est faite du pays, tout est transparent, il n'y a aucun sujet sur lequel vous auriez pu interpeller Cette affaire-là, il n'y avait rien. S'il y avait quelque chose, je l'aurais fait. Vous en restez convaincu. Ça, c'est comme député que je vous l'ai dit maintenant. Le parti politique UFC aussi suit ce dossier-là. Et s'ils ont envie de faire quelque chose, ou s'ils veulent faire quelque chose, leur porte-parole s'exprimera sur la question, ou bien ils me donneront des instructions dans ce sens-là. Mais je pense que tout le monde a une petite idée qu'un œuf n'est pas un bœuf et que de toute la façon la justice va éclaircir cette affaire-là. Absolument, disons qu'on verra bien. Alors, est-ce que vous pensez que dans votre manière d'incarner cette fonction d'élu de la République, vous avez pris en compte les aspirations du peuple togolais? Je vais vous dire que c'est quand même un travail assez difficile que nous faisons. Et le manque de communication que nous essayons de briser avec ma présence régulière sur les médias fait que donc, les gens ne sont pas vraiment au courant de ce que nous voyons, des enjeux qu'il y a, des problèmes que nous rencontrons, des difficultés que nous rencontrons. Et donc ils pensent que les députés sont payés 1-2 millions tous les mois à ne rien faire. Les aspirations des populations togolaises, plus que n'importe qui, nous les portons et nous les partageons. Parce que, écoutez, je vous parlais tout à l'heure de Sylvanus Olympio, c'est la blodée, c'est la construction d'une nation, il y a un récit qui va avec la lutte que nous menons. Donc les problèmes auxquels les populations font face, notamment le chômage, la pauvreté, l'absence de soins adéquats de santé, où chaque fois que vous êtes malade, il faut vous évacuer, et des histoires pareilles, c'est des choses que nous aussi nous vivons, qui sont notre priorité. Maintenant, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, et ce qu'il faut faire compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, qui est que nous sommes un parti minoritaire au Parlement. Notre marge de manœuvre est limitée, nous comprenons bien les aspirations des populations. Vous les écoutez, vous les rencontrez, vous discutez. À leur rencontre. Pas plus tard que la semaine passée, j'étais aux côtés de la présidente du HCOM, son Excellence Madame Awanana, à Djereouye et à Bokor dans la préfecture de Logou, pour inaugurer des bâtiments scolaires. Nous n'inaugurions pas les bâtiments, nous l'accompagnons.
Mais pour vous dire que nous sommes aux côtés des populations, nous sommes à l'écoute des populations, nous voyons ce que les populations vivent, et je vais vous faire une confidence. Nous sommes les premières victimes de tout ce qui ne fonctionne pas dans la gouvernance. Parce que vous savez, lorsque les gens ont un problème, on va aller voir notre député, il va nous trouver la solution. Que ce soit pour une naissance, un mariage, un funérail, la maladie, les problèmes d'adduction d'eau, les problèmes d'électricité. Et ils estiment que c'est vous qui les représentez. Absolument. Mais vous voyez, dans un pays où la gouvernance à laquelle nous aspirons, à laquelle nous tendons, des projets comme l'électrification et tout cela seront portés par les communautés, dans le sens de l'administration décentralisée, les communes. Vous voyez, nous avons une vision claire sur ces choses-là, de la façon dont ça doit fonctionner, pour que ça ne devienne pas une question personnelle de « Ah, tu es le député, c'est toi qui dois acheter 100 bancs pour une école ». Quand on fait des choses comme cela, et que de l'autre côté, donc c'est bien joli quand vous faites les cadeaux, mais que de l'autre côté, le député gagne 1-2 millions, cet argent-là, c'est un salaire, c'est une indemnité. Il n'a pas les finances pour faire des choses comme ça. Alors quand la pression sociale devient forte sur les députés, qu'est-ce qui arrive? Il s'endette parce qu'il doit faire plaisir aux gens, il doit faire comme tout le monde. Il s'endette, ou bien il pense à d'autres scénarios où il peut peut-être être dans des coups, dans des combines où il détourne de l'argent. Donc pour moi, céder à des lobbies pour introduire des phrases il devient beaucoup plus corruptible. Donc ça, c'est un autre sujet que nous allons aborder. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes en première ligne des difficultés que les populations subissent ou vivent. Donc nous les comprenons bien, sauf que nous comprenons également bien le gouvernement et les mécanismes de fonctionnement de l'État qui font que nous sommes tous en train de gérer des ressources qui sont de plus en plus rares, surtout avec ce Covid-là. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'à travers votre personne et tous les autres députés, vous avez le sentiment que les Togolais arrivent à s'exprimer? Est-ce que même dans votre statut de minorité, leurs doléances sont portées? Est-ce que vous pensez qu'ils ont de la voix? Absolument, absolument. Je pense que je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai une ligne qui est ouverte pour tout le monde qui peut m'écrire, le 90 39 42 47. Soit vous m'envoyez un texto ou bien un message par WhatsApp, vous serez répondu. Si c'est des doléances, que vous avez des problèmes particuliers, puisque même si je suis élu député dans le goût, on est député de la nation. Donc nous recevons les doléances, nous recevons les problèmes. Il y a ceux que nous résolvons, il y a ceux qui sont en train d'être résolus et il y a ceux que nous ne pourrons pas résoudre. En tout état de cause, nous sommes à l'écoute des populations. Ce qui est important pour nous, c'est que tout le monde puisse être entendu. Et qu'entre deux élections, on mette un peu de côté la partisanerie politique pour nous concentrer sur les questions d'amélioration de la gouvernance, la satisfaction des besoins économiques, sociaux, sécuritaires, santé, éducation, tout le reste des populations. Ça, nous ne le faisons pas comme parti politique, nous le faisons comme élus de la nation et nous le faisons ensemble. Donc, en tout cas, à notre niveau, nous essayons vraiment de mettre la partisanerie de côté, d'autant que nous sommes minoritaires, pour que dans les échanges que nous avons à unir, comme le dit si bien le Premier ministre Agbeome Kodjo, si dans les échanges, il y a une vérité qui se dégage, qu'on s'aligne tous derrière cette vérité-là, qu'on soit de la majorité ou de la minorité. Donc vraiment, nous cherchons des équilibres qui sont en dehors de l'arithmétique politique, c'est-à-dire vous êtes 100, nous sommes 5. Il n'y a pas de eux, il n'y a pas de nous. Maintenant que les élections sont terminées, nous sommes tous membres de la sélection nationale de football qui doit marquer des buts pour le Togo. La démocratie togolaise permet-elle réellement au peuple de s'exprimer? C'est l'interrogation du jour. À vous qui nous rejoignez, vous pourrez participer à ce débat dans 5 minutes environ à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM et nous vous rappelons que nous sommes en studio avec Sénat Ali puis le président du groupe parlementaire UFC. Alors sur la page Facebook de la radio, il y a un débat dans le débat, c'est qu'il y en a qui estiment que le Togo n'est pas une démocratie, que nous sommes dans une démocrature, c'est ce qu'ils écrivent. Il y en a qui pensent que nous sommes littéralement dans une dictature. Sur ce point, quelle est votre conception de la chose? Tout à fait, honnêtement, monsieur Afanou, ça c'est la question du jour en fait. Ça pourrait être une bonne question pour nos élèves au bac, parce que d'une part ils sont jeunes, ça nous permettrait d'avoir leur perspective sur cette question-là, et comme politique, de traiter leurs préoccupations. Maintenant, nous qui sommes dans la mare au crocodile politique togolaise, est-ce que nous sommes en démocratie? Est-ce que nous ne le sommes pas? J'ai moins de 5 minutes pour répondre à cette question. Donc je vais aller assez rapidement et de façon plus ou moins structurée, quitte à ce qu'on ait à en rediscuter.
Donc, pour aller dans le vif du sujet, je dirais que de façon structurelle, nous sommes dans une démocratie. C'est-à-dire que nous avons mis en place les structures qui peuvent faire qu'on ait une démocratie. Nous avons l'Assemblée, le Parlement, c'est des institutions indépendantes. Nous avons une constitution qui consacre le multipartisme, les droits individuels et tout le reste. Mais donc ça, c'est comme des pièces détachées d'un véhicule. Nous avons toutes les pièces détachées d'un véhicule démocratique. Certains les présentent comme la façade. Non, suivez mon analyse jusqu'au bout, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce que moi je suis en train de dire, nous avons tous les attributs d'une démocratie. Les structures démocratiques sont toutes en place. Maintenant, est-ce que si vous avez toutes les pièces détachées d'un véhicule, ça ne veut pas dire que vous avez forcément un véhicule. C'est en assemblant ces pièces-là, les 4 pneus, le moteur, tout le reste, et le volant, il faudrait qu'il soit au bon endroit. Place, qu'on peut dire maintenant que le véhicule roule. Mais s'il s'agit seulement de dire que oui, nous avons une voiture, parce que tenez là, nous avons les pneus, tenez là, nous avons le moteur, si ce n'est pas assemblé, c'est plus compliqué. C'est cet assemblage-là que nous sommes en train de faire patiemment. Nous sommes à une étape, les pneus sont montés, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais le moteur aussi est monté, mais peut-être les vitres ne sont pas encore au point. Donc ce qui fait que quand vous roulez à beaucoup devant, les gens se disent mais quel est ce véhicule? Donc le travail auquel nous devons nous adonner maintenant, c'est de continuer l'assemblage de ces pièces détachées pour que nous ne soyons pas une démocratie en pièces détachées, mais nous soyons une démocratie qui est comme un véhicule monté, que nous montons ensemble, qui fonctionne, et que donc celui qui doit diriger le pays, le gouverneur, n'est que le chauffeur. Il y a le copilote, le chef de file de l'opposition, et il y a les passagers dans la voiture. Et maintenant la destination, on l'a choisie ensemble, et le pilote, le conducteur nous y conduit. Il ne nous conduit pas quelque part de force. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. Donc, au niveau des structures, nous avons tout ce qu'il faut pour dire que nous sommes une démocratie. Reste l'agencement. Il y a l'agencement d'une part qui continue. Il y a beaucoup de réformes qui ont été faites dans ce sens. Mais le plus important, c'est également la culture. La culture avec laquelle on anime ces structures. Donc, encore avec mon exemple de véhicule, si le véhicule est assemblé, mais que vous ne respectez pas le code de la route, vous allez faire beaucoup d'accidents. Si le véhicule est assemblé et au lieu de le conduire, vous passez votre temps à vous bagarrer pour savoir qui va être chauffeur, et celui-là quand il est fâché, il arrache un pneu, celui-là quand il est fâché, il arrache le capot, on ne va pas arriver à bon port. La culture avec laquelle on anime les structures que nous avons est c'est ce qu'il y a de plus important. D'un côté, il y a la légalité. Il faut maintenant qu'il y ait la légitimité, c'est-à-dire qu'on ait à des élections consensuelles. Quand on sort de l'élection est tellement propre que celui qui la conteste va paraître quasiment ridicule. Et donc ça, c'est un processus qui est en cours, qui va prendre encore beaucoup de temps, mais on va y arriver. Ça veut dire que les Togolais devront patienter encore un petit peu pour se sentir vraiment impliqués dans ce processus? Absolument. Il faudrait qu'à un moment donné, on sorte du registre de l'émotion pour aller dans le registre de la raison. Vous voyez, quand par exemple on a des élections comme en 2018 qui arrivent, et que nous étions en pré-campagne depuis juillet, août, allant dans les villages pour demander aux gens de s'enregistrer, que les gens, pour des raisons émotionnelles, ne disent pas aux autres, ne vous enregistrez pas. Et qu'on se retrouve le jour de l'élection, avec des gens qui ne sont pas enregistrés, qui le regrettent 6 mois plus tard, et il faut encore faire des enregistrements, ça coûte de l'argent. Donc, il faut qu'on quitte le registre de l'émotion pour rentrer dans le registre de la raison. Il faut qu'on quitte le registre du mensonge pour rentrer dans celui de la vérité. Parce que le mensonge est quelque chose qui mine ce pays et qui est en train de tuer ce pays. Je disais hier au doyen Abbas Kabwa que finalement, parce qu'il m'expliquait qu'il y a des gens qui diminuent leur âge. Il dit qu'ils appellent ça âge CFA. Alors je lui disais, mais que finalement, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce pays? Si vous devez diminuer votre âge, vous mettez des cheveux sur votre tête qui ne sont pas vos cheveux, et vous ne dites pas la vérité, il faut bien qu'il y ait quelque chose de vrai à un moment dans le pays. Donc c'est cette transition-là d'une culture de mensonge à une culture de vérité, d'une culture de raison à une culture au lieu d'une culture d'émotion, d'une culture de communication, où on explique ce qu'on fait, où on dit ce qu'on va faire, pour permettre aux gens de nous suivre. Vous voyez comme là, je suis là, je vous fais un peu le bilan, j'ai le travail qui est sur une clé, vous allez pouvoir voir si les 5 textes que je dis, c'est vraiment 5, si c'est 4, 3. Donc il faut qu'il y ait cette transparence-là dans la façon de communiquer, que les gens, les citoyens comprennent qu'ils ont le droit qu'on leur rende des comptes, ils ont le droit de poser des questions, mais que toute cette démarche-là soit rationnelle, qu'elle soit factuelle, et que ce ne soit pas dans l'émotion, quand on est fâché, on insulte, qu'on passe de l'invective à l'argumentation, qu'on passe, j'ai quasiment terminé,
qu'on passe d'un travail de qualité, qu'on fasse un travail propre, plutôt qu'un travail médiocre et en ne mettant tout le focus que sur l'argent, qu'on passe d'une structure pyramidale à une structure un peu plus horizontale, où tout ne dépend pas de l'équation personnelle d'une personne, qu'on passe d'un système où tout est basé sur un individu à des structures plus autonomes, où tout est basé sur un système et des processus qui peuvent fonctionner même si l'individu n'est pas là. Et qu'on quitte une fois pour de bon cette façon de tout le temps qu'il y a une situation, chercher le coupable, au lieu d'être en train de chercher les solutions. Parce que quand on cherche le coupable, finalement on le trouve, mais ce n'est pas ça la solution au problème. Donc si ça peut dissuader d'autres personnes d'emprunter la même voie. Alors, rarement. Rarement. Comme sur la page Facebook de Nana FM, lui préfère la bonne gouvernance à la démocratie. Il dit que ce concept de démocratie a été instauré par le colon pour nous distraire et profiter de nous. Après l'indépendance, nous avons choisi de discuter, de bavarder autour de la démocratie au lieu de parler de bonne gouvernance. Le résultat, aujourd'hui, nos États sont mal gouvernés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une heureuse coïncidence. J'étais en train de terminer en vous disant qu'il faut qu'on arrête de chercher le coupable et qu'on se concentre plutôt sur la recherche de solutions. Et la prochaine réaction que vous me donnez, il y a quelqu'un qui nous parle de colon. Donc à partir du moment où il est en train de chercher le coupable ou la cause de la situation dans laquelle nous sommes, il n'est pas nécessairement dans une démarche où il va trouver nécessairement une solution. Dans le sens que, oui, tant et aussi longtemps que les Français, l'Union européenne, les Américains, les Chinois, tout le monde est là pour porter le blâme de nos insuffisances, nous ne sortirons pas de l'ornière. Et avant de donner la parole nous sommes responsables de nos pays. Les autres qui viennent nous aider. Justement, quand on nous a donné l'indépendance, il nous appartenait de faire des États découpés par notre histoire, des nations. Si 60 ans plus tard, nous n'avons pas d'eau, d'hôpitaux et tout le reste, ce n'est pas la faute à la France. C'est la faute à notre incapacité de transformer ce territoire que nous avons, où nous devons vivre en commun. Et là, vous êtes en train de rechercher des coupables aussi. Et en ce qui concerne la démocratie et ce que nous en faisons en Afrique, la situation en Côte d'Ivoire actuellement, au Mali actuellement, que vous disent l'état des lieux dans ces deux pays, parlant de démocratie, de gouvernance, d'alternance, de conservation de pouvoir? Alors, je vais être honnête avec vous, pour n'induire personne en erreur. Si vous voulez que j'aborde la question de la Côte d'Ivoire, vous n'aurez pas un avis objectif, vous aurez un avis subjectif, parce que je suis un inconditionnel du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire que moi, je vote Ouattara jour et nuit. Ne me demandez pas... Mais je dois vous poser la question, pour quelle raison Alors, est-ce un ancien camarade juste pour savoir. Monsieur Ouattara a 78 ans. Ah mais on ne sait jamais. Alors, bon, il a travaillé avec mon père, ils ont fait la Banque centrale ensemble, donc j'ai eu l'occasion de le connaître depuis que je suis bambin, mais ce n'est pas mon collègue, ce n'est pas mon ami. C'est le président de la Côte d'Ivoire. C'est un monsieur que j'admire beaucoup. C'est un libéral comme moi. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le travail qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Est-ce que cela veut dire qu'il faut le soutenir quand il donne une parole et qu'il revient déçu? Non, n'allons pas vite en besogne. Vous voyez ici, je vous l'ai apporté, c'est la liste des 36 candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pour vous dire que pour un fauteuil, ils sont déjà 36 à la base. Je vous ai envoyé hier par ma secrétaire la constitution de la Côte d'Ivoire et du Mali. On ne va pas la lire parce que les auditeurs attendent pour parler. Mais l'article 55 est clair. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois. L'article 184 dit que la présente constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le président de la République, qui se trouve être le 8 novembre 2016. Donc, dans le pire des scénarios, il peut dire que, bon, à partir du 8 novembre 2016, ça c'est son premier mandat et il va faire un dernier mandat. Ou dire que maintenant nous sommes dans une autre république et là il fait son premier mandat. Cela ne vous rappelle aucune autre situation, ce débat? Non, la question c'est qu'au niveau de la CEDEAO, on s'est tous entendu que c'est 2 mandats et puis tu t'en vas. Donc la constitution ivoirienne dit que c'est 2 mandats et tu t'en vas. Avant c'était le Togo qui faisait l'élève difficile dans cette matière-là. Nous avons, avec l'aide de la majorité UNIR, limité les mandats également au Togo. Donc maintenant, si vous voulez faire un changement contre quelqu'un, vous voulez faire un changement contre le pays, il faut choisir. Moi, je ne suis pas dans l'émotion ou dans la personnalisation du débat pour dire qu'il faut voir la tête qui est là-bas pour voir vous dites que vous êtes avec lui jour et nuit. Oui, de façon subjective. Et vous l'avez admis. Je l'ai admis. Mais ce que je veux vous dire, c'est que légalement, il a le droit d'aller à ces élections-là.
surtout qu'il a 1 million de gens qui parrainent sa candidature, contre 70 000 pour certains. Et si Bédier, notre brave Bédier de 86 ans, qui a déjà fait presque 2 mandats et qui est candidat à un 3e, peut aller, et ça ne suscite aucun émoi, que reproche-t-on à Ouattara? Maintenant, le reste, c'est une question d'éthique. Et je crois qu'il voulait partir, puisqu'il a même désigné publiquement son successeur. Mais on a un cas de force majeure. Tout ce que moi j'espère, c'est que les élections soient libres et transparentes. Parce que la question de la limitation du mandat, c'est un faux débat, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ici. Le vrai débat, c'est que les élections soient libres, transparentes et qu'on ne fraude pas les élections. Si les élections sont libres, c'est comme c'est le cas au Sénégal, s'il est battu, comme Abdoulaye Wade est parti, il s'en ira. Donc je vous laisse la constitution de la Côte d'Ivoire également. Merci, ça me fait de la documentation. Pas du Mali je vous laisse celle du Mali aussi. Si vous voulez. C'était une brève incursion dans la sous-région, on parlait de démocratie et nous y sommes. Chers auditeurs, vous avez la parole dès maintenant, le 91 09 71 71. À votre avis, la démocratie togolaise permet-elle réellement au peuple de s'exprimer? Premier auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Pour gagner du temps, nous y allons directement. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Max? Oui. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y, nous vous écoutons. Michel, oui, bonjour. Bonjour Monsieur Max. Le thème du jour, c'est la démocratie togolaise. Permet-elle réellement au peuple de s'exprimer? Voilà. Je veux dire, vous n'avez pas dit la démocratie au Togo. Donc, cette démocratie togolaise... C'est sous-entendu, hein, Max. Oui. C'est sous-entendu. Oui, oui, oui. Elle permet en effet au peuple togolais de s'exprimer parce que la devise est le chien aboie, la caravane passe. Vous pensez qu'elle s'exprime, mais enfin que le peuple s'exprime, mais qu'il n'est pas entendu? Voilà. Bien. Tant que, excusez-moi, je vais terminer. Allez-y, allez-y. Tant que vous ne touchez pas à la structure de conservation du pouvoir, je veux dire par là, les élections qui sont déjà qui ont des résultats préfabriqués avant même le jour du vote. Bien. Merci, Max, d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71. Auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Sokbale, vous voulez bien baisser le volume de votre radio? Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour Monsieur Sokbale. Oui. Et comme vous venez de dire, la démocratie permet à l'individu et aux citoyens de s'exprimer librement. Même si son idée est une vilaine idée, si l'idée est prudente, la démocratie lui permet d'exprimer son idée. Et si cela ne va pas, on puisse l'amener à la raison. Mais ce que nous constatons est que par cause la force du fusil, cette démocratie togolaise en train d'être éteinte. C'est ce qui est marrant de vous. Et je voulais poser une question à notre envoyé et notre invité. Ce qu'on appelle la transparence, il vient de la prononcer, le mot transparence, il vient de le prononcer. Cela veut dire clarté des choses. Est-ce que lui, simplement la même sur la circonstance, il veut dire que la transparence a été observée au cours des élections bien. Bien. Dans les résultats des élections du Togo, passer la transparence, on demande de compter les bureaux de vote par bureau de vote, les choses bureaux de vote par bureau. Si ces élections ont été transparentes. Nous avons compris la question, M. Sokbale, et M. Alipi vous répondra dans quelques instants. Auditeur en ligne, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Gallo, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. Bon, moi, je veux demander pourquoi dans les pays francophones en Afrique, là, il y a problème d'élection. Ouattara va encore tricher. Non, Ouattara, c'est qu'il va tricher. C'est que nous, les disciples, ne disent pas. Sinon, Ouattara va pas. Donc vous êtes inquiet aussi en ce qui concerne la transparence, c'est cette notion. Totalement. Bien. Carrément le Togo. Ouais, c'est pas normal. Bien, merci. Non. Merci, M. Gado. Passez une bonne journée. Dernier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Monsieur Kokou, comment allez-vous?
Alors, Dagoué, veuillez rapprocher le téléphone de votre bouche et parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok. C'est pas le temps. Mhm. Je voudrais que vous me repreniez le thème. J'espère que ce n'est pas pour me dire après que vous n'avez pas envie d'y répondre. La démocratie togolaise permet-elle réellement au peuple de s'exprimer? La démocratie togolaise. La démocratie, le Togo a sa démocratie à part, et les autres pays ont la leur à part. Eh bien, on entend des formules, la démocratie française, la démocratie malienne également. Hein. On a plus compte de ces gens de conneries. La démocratie, elle est là pour tout le monde. Soit vous la respectez, soit vous ne la respectez pas. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu? Est-ce que votre voix est portée, à votre avis? Vous-même, vous savez que la voix du peuple n'est pas écoutée. Et votre invité aussi le fait. Mais ce qui me choque, c'est ceux qui viennent nous expliquer les choses correctement. C'est eux en même temps qui accompagnent le pouvoir dans cette zone. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec toute la description faite par M. Alipi, mais vous pensez qu'il la met mal en œuvre, c'est cela? Ah oui, si c'est ce que vous dites, il faut avoir le courage de le dire. C'est ce que moi j'ai cru comprendre. Vous avez compris exactement. Bien, merci. Je vais poser une question. Allez-y très rapidement. Il est à l'Assemblée. Je voudrais savoir, au jour d'aujourd'hui, le nombre des députés pour le Togo, c'est combien? Est-ce que M. Agbomé est remplacé par ce suppléant ou bien pour est vide et ils sont au nombre de 90? Comment les choses se passent à l'Assemblée exactement? Bien, merci Monsieur Kokou. Passez une excellente journée. Vous étiez le dernier auditeur que nous pouvions prendre en ligne ce matin et on va commencer avec lui. Il pense que le peuple s'exprime, mais sa voix n'est pas écoutée. Et à l'Assemblée nationale, il dit que vous avez bien expliqué le processus démocratique et bien présenté la situation, mais que vous dites que ce sont ceux qui expliquent le mieux, qui accompagnent le pouvoir dans ces besoins, je le cite. Que pensez-vous de cette façon de voir? Ben, je pense que je vous disais que moi je suis dans la transparence. Je communique, je ne suis pas dans une officine en train de faire des choses obscures. Je viens ici et c'est un risque que je prends. À chaque fois que nous vous invitons, c'est vrai, il faut le souligner, vous acceptez notre Donc je suis invitation. ouvert, je ne cache rien, on peut parler de tout. C'est ce que je vous disais même avant l'émission. Il n'y a pas de sujet tabou. Bon, maintenant il faut comprendre que nous sommes une équipe de football. Je suis 1 sur 11. Ce n'est pas moi qui suis le capitaine de l'équipe. Dans cette équipe nationale, ce n'est pas mon club qui fournit la majorité des joueurs. Ici, c'est 1 sur 91 et officiellement 91. Et M. Kokou voudrait savoir la situation d'Agbeome Kojo. Encore là, c'est compliqué de parler de M. Agbeome parce que nous avons une relation plus ou moins personnelle. Donc, ça devient subjectif. Ce que je peux lui suggérer, puisque c'est une question qu'il pose, est-ce que M. Agbeome est toujours membre de l'institution Assemblée nationale? Ça serait qu'il s'approche de l'administration de l'institution Assemblée nationale, qu'il les appelle ou qu'il vienne à l'Assemblée demander le bureau de la présidente, son secrétaire de cabinet, pour poser la question à ce niveau-là. Et ils vont lui donner une réponse qui engage l'Assemblée. Moi, je ne peux pas m'exprimer sur cette question. Monsieur Gado, il dit que le problème de la transparence des élections, c'est surtout en Afrique francophone. Il pense que la Côte d'Ivoire est en train de copier le Togo. Mais copier le Togo, dans quel sens? Il a affirmé que probablement Alassane Ouattara allait gagner par des fraudes et que ça ressemble un peu à la situation, puisque c'est ce qui est dénoncé également au Togo. Bon, moi, je ne peux pas rentrer dans ce débat-là et je n'aime pas tellement l'utilisation quand on veut dire des choses qui ne sont pas positives, qui sont négatives. On dit francophone pour faire référence au français ou à la France. Il y a des pays francophones. Ceux qui parlent le français, il y a des pays pour traduire simplement. Oui, des pays francophones où la démocratie se passe très 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 bien. Le Sénégal. Le Sénégal est un pays où on ne parle pas, il n'y a pas trop de problèmes. Le Niger. Bon, on pourrait continuer. Donc, appelons un chat et ne disons pas que tous les chats sont noirs, parce que les chats, ils ont différentes couleurs. Mais par contre, dans les exemples, vous n'avez pas mentionné la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un exemple de démocratie et le règne du président Ouattara s'est passé sans trop d'incidents. D'ailleurs, les gens qui sont contre lui aujourd'hui étaient avec lui jusqu'hier et nous disaient qu'il était le Messie. Alors moi, je me méfie des gens qui mangent avec vous et ensuite crachent dans la soupe. C'est ce que je peux dire. Mais je vous ai déjà dit, je ne peux pas vous donner une opinion objective sur cette question. M. Ouattara, parce que je soutiens M. Ouattara. Donc, je suis disqualifié.
Monsieur Sokbale dit que la démocratie permet à tout le monde de s'exprimer, même si les idées ne sont pas très bonnes. Mais il pense qu'au Togo, la force militaire étouffe cette démocratie. Et il est revenu aussi sur la problématique de la transparence des élections. Oui, c'est vrai, force militaire. Ce qui me renvoie au Mali. Le Mali, ce qui s'est passé là, n'a rien de démocratique. Si ça leur convient, c'est leur problème. Le peuple pense qu'il a été entendu et que c'est ce qu'il voulait. Ceux qui se sont exprimés, et il n'y a pas eu de manifestation contre. Il faut qu'on soit sérieux. Le coup d'État entre Il faut guillemets, qu'on soit mais sérieux. pour. On vous dit que l'armée a pris le pouvoir, c'est donc des gens armés. Ils ont même pu aller capturer le chef de l'État qui est élu. Et vous parlez de peuple qui va sortir pour affronter des gens armés sans armes. Mais Moi je pense que honnêtement, et ça, ce que je dis n'engage pas l'UFC. Hein. Moi je pense que l'armée malienne rehausserait son image, ferait l'honneur du Mali si elle libérait le Mali au lieu de faire des coups d'État. Il faut libérer le Mali, c'est-à-dire le Mali est en proie à des sécessions depuis longtemps. Ils sont incapables de régler les problèmes militaires qu'il y a au Mali et ils veulent prendre le pouvoir pour régler quel problème? C'est un cirque de cons. Excusez-moi, je ne suis pas supposé insulter, mais ce qui se passe au Mali, moi, ça me dépasse. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on se comprenne bien. Soit on veut faire la démocratie, ou on ne veut pas faire la démocratie. Si on dit que le peuple est souverain et qu'on s'est entendu, comme dans le document qui est la Constitution du Mali que je vous ai imprimé, que les dirigeants sont élus, respectons ce principe-là. À partir du moment où chaque fois on fait une exception, la situation était tellement mauvaise qu'il fallait que l'armée intervienne. Ça fait 60 ans que nos armées interviennent dans le jeu politique en Afrique et nous ne sommes pas plus avancés. Au Togo, c'était à un moment donné le cas. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Si ça l'était, il ne m'appartient pas d'en juger. Les historiens qui connaissent mieux ces choses-là peuvent faire des recherches, nous le dirons. Mais moi, je pense que si nous nous sommes entendus dans la Constitution, que c'est par les urnes qu'on élit notre président, s'il n'est pas bon, qu'on prenne notre mal en patience jusqu'à la prochaine élection. Moi, je pense qu'il y a un principe qui est très important, que partout, on ne prend pas au sérieux et on se rabat sur des raccourcis qui ne mèneront nulle part. C'est-à-dire que quand vous avez une élection dans un pays, au lieu que les citoyens s'impliquent sérieusement et sincèrement pour que les élections soient transparentes, c'est-à-dire que quand ils ont fini de voter, au lieu de rentrer chez eux, ils restent pour surveiller le dépouillement. Et on s'assure que ce qui est dans le bureau de vote, c'est ce qui est proclamé. Ils ne le font pas. Certains prennent un peu d'argent pour vendre leur vote, certains font ce qu'ils ont envie de faire, et quand on finit à l'élection frauduleuse, alors maintenant, comme les élections sont tout le temps frauduleuses, il faut limiter le mandat. Là, vous répondez en même temps à monsieur, comme les élections sont frauduleuses, il faut faire un coup d'État. Le peuple est dans la rue. Quel peuple est dans la rue? Est-ce qu'à votre avis, la dernière présidentielle au Togo était transparente? C'est une question pour un champion. Je pense que je garderai la réponse à cette question pour une prochaine fois, puisque le temps est presque écoulé. Si c'est le temps, je vous en laisse pour répondre à cette question. Non, écoutez, les élections au Togo sont perfectibles. C'est-à-dire que si je dois comparer l'élection de 2020 avec celle de 1998, où nous estimons que l'UFC avait gagné, ou les autres, l'élection de 2020 est plus transparente que celle de 1998 ou de toutes celles qui l'ont suivie. Mais est-ce qu'elle a atteint un niveau de transparence qui nous satisfasse tous dans le pays? Le fait qu'on me dise que, en tout cas je l'entends, c'est des rumeurs, les gens mentent tellement que je ne sais même pas si c'est vrai. On dit que le principal challenger du président Faure a pris la clé des champs et se retrouve dans un champ de maïs. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais le fait qu'il ne soit plus dans le jeu politique... Lui-même, dans un audio, a affirmé s'être mis à l'abri. On peut certifier que c'est vraiment sa voix ou bien quelqu'un qui le copie. Vous savez, dans ce pays, tout est possible. En tout état de cause, ce n'est pas ça le point. Ce qui est important, je pense que moi, l'élection que j'aimerais voir au Togo, c'est que c'est un peu comme au Sénégal. Le perdant appelle le vainqueur. J'ai perdu, ce n'est pas la fin du monde. J'ai 5 ans pour mieux me préparer pour la prochaine fois. Quand on appelle les gens à se recenser, je fais le maximum. Maintenant que la diaspora peut voter, allez prendre vos cartes consulaires au lieu d'être sur Internet avec des pseudonymes et insulter les gens du matin au soir. Mettez-vous dans une position pour qu'à la prochaine élection, vous puissiez faire une différence. C'est ce que tous les gens qui avancent font. Donc c'est un peu ça. L'élection qui vient de se passer donc, est perfectible. C'est-à-dire que on peut faire mieux. Il y a eu des insuffisances qu'il faut qu'on corrige. Et il faut que notre politique soit plus inclusive. Moi, j'aimerais voir Agbeome Kodjo revenir animer la dynamique Podro, pas dynamique, la dynamique Podro,
pour en faire une force politique plus sérieuse. J'aimerais voir des Pascal Bodjona occuper l'espace politique plus valablement, quitte à même retourner unir. J'aimerais voir des François Boko ici à Lomé en train de faire la politique, des Kofi Amian, des Tikpi Atiadam. Il faut que nous ayons une société plus inclusive, mais ça ne dépend pas que du gouvernement. Ça dépend aussi de ceux qui, à un moment donné, font du populisme. Il faut qu'ils reviennent à la raison et qu'on fasse de la vraie politique. Et enfin, Max, qui pense que le peuple peut s'exprimer seulement il n'est pas entendu, le chien aboie, la caravane passe et on vous laisse tranquille tant que vous ne touchez pas au mécanisme de conservation du pouvoir. Moi, je pense que le peuple s'exprime. Le meilleur moyen pour le peuple de s'exprimer, c'est par les urnes. Maintenant, nous, comme politiques, et ça, ce n'est pas qu'un travail pour nous, les politiciens. Nous avons besoin de vous, la presse aussi. Nous avons besoin de la société civile. Nous avons besoin de tout le monde. Pour que quand les gens votent, c'est ce qu'ils ont voté qu'on proclame et qu'il n'y a pas de palabres. C'est-à-dire que le résultat nous mette tous d'accord. C'est le défi auquel nous faisons face maintenant. Si tout le monde fait son travail correctement, tout le monde est impliqué, je pense qu'avec le temps, on aura des élections de plus en plus propres, des élections qui nous mettent de plus en plus d'accord, de façon à ce que, comme je le disais un peu plus tôt dans l'émission, lorsque l'élection est terminée, on met la partisanerie de côté, on se met ensemble pour arranger le pays. On peut considérer cela comme votre mot de la fin? Ça dépend si vous avez une autre question. Merci. Merci, M. Alipu, d'avoir accepté notre invitation. Ce débat se termine. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par Internet. Antoine Tété Oméni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Et dans quelques instants, vous retrouvez Sandra Anthony pour les avis et communiqués. Le débat de Nana FM vous retrouve demain matin dès 7h15. Passez une excellente journée en compagnie de vous.